Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct pour ce lundi 16 mai 2022. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au développement économique en Égypte. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Ahmed Al-Lissi Nassef, consultant international en économie et en gestion. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Pareillement. Alors avant de commencer avec nos reportages et nos points d'interrogation pour le développement économique en Égypte aujourd'hui, on voudrait parler de la conférence qu'a tenue hier le Premier ministre présentant la situation économique en Égypte et non seulement pour l'Égypte, mais la situation de l'Égypte par rapport au monde. Pouvez nous donner un bref aperçu à propos de cela? Pour commencer avec, ce qui est très intéressant avec cette conférence, avant qu'on discute le contenu, c'est la forme elle-même. L'idée que le Premier ministre égyptien vient faire une conférence pareille, il parle au peuple égyptien, il parle aux journalistes et il présente ses plans, les défis que le pays a et comment on va essayer de partir et traverser les blocs qu'on a devant nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. On n'était pas utilisé à ce genre de transparence et je pense que c'était super bien comme format. Et je pense que vraiment c'est un pas dans la bonne direction que son Excellence a fait. Si on vient de discuter un peu le contenu, on est dans un contexte qui est très difficile, pas localement seulement, ou régionalement, mais mondialement. Et ça tombe mal un peu pour l'Égypte parce qu'on est un peu plus touché que pas mal d'autres pays dans le monde. Pour commencer avec, les États-Unis, qui est le plus grand économie dans le monde, est en train de souffrir d'une crise économique qui est la première depuis les années 70. On est en train de voir les prix de pétrole en détail, de flamber. Normalement, un gallon aux États-Unis d'essence, c'était à plus ou moins, disons, 1,8 à 2,2, 2,3 maximum dollars. Maintenant, on est en train de toucher les 5. Et les États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas le pays très bien, n'est pas comme l'Europe. L'Europe utilise pour le transport interne pas mal d'autres moyens que les véhicules. Donc en Europe, on a les trains, on a les rivières qui sont très importantes comme une façon de transport pour les marchandises et même pour les gens en Europe. En Amérique, ils n'ont pas ça. En Amérique, c'est premièrement et deuxièmement et troisièmement, c'est l'essence, ce sont les voitures ou les camions ou le transport par route. Qui veut dire qu'ils sont en train il y a une inflation qui est en train de flamber aux États-Unis qui est cette génération ne l'a pas vécu, ne l'a pas vu avant. L'autre chose aussi que l'économie là-bas est touchée, ou la vie personnelle de chaque individuel ou chaque foyer est touché par cette inflation parce que très simplement tout le monde là-bas il utilise le système de hypothèque ou ce qu'on appelle le mortgage. Et ça veut dire tout simplement qu'avec une augmentation dans le taux d'intérêt, que les gens vont se réveiller le matin et ils vont trouver que ce qu'ils payent pour leur maison, que normalement ça dure pour 25 ou 30 ans, a augmenté. Donc il fait une pression directe qui n'est pas négociable vraiment pour la plupart des Américains. Donc le plus grand économie dans le monde est dans une situation, on peut dire, lamentable si vous voulez. Ça c'est pour commencer avec. De l'autre côté, on a deux pays, notamment l'Ukraine et la Russie, qui sont en guerre. Et ça tombe mal pour l'Égypte parce que tout simplement ont importé presque, si je ne me trompe pas, j'ai le bon chiffre en tête, 42% de nos importations des blés
et d'autres, du blé, surtout le blé, venaient de ces deux pays. Et pour augmenter et aggraver les choses, presque 35% du tourisme en Égypte venait des Russes et des Ukrainiens. Donc, on a vraiment, c'est presque un double tranche, si vous voulez, parce que d'un côté, les importations sont en train de souffrir. Et de l'autre côté, il y a l'augmentation dans le taux d'intérêt. Et de l'autre côté, notre tourisme est en train de souffrir. Donc, ça tombe, on n'est pas dans la meilleure des situations. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, que on n'a pas nié qu'on a des problèmes. Et comme on dit, la définition du problème, c'est 50% de la solution. Donc là, le Premier ministre est sorti et il a cité le problème qu'on a. Et il a mis un plan pour gérer ces problèmes et comment résoudre les défis qui sont très sérieux pour l'Égypte, et pour pas mal de pays aussi, sur les 4 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment il est en train de travailler pour attirer des investissements étrangers, les gens comment dire, des incentives qu'il est en train de donner à tous qui sont en train de venir s'installer ou investir en Égypte. Ce sont des incentives qui sont très agressifs et ils vont vraiment, je pense qu'ils vont vraiment résoudre ou attirer pas mal des investisseurs pour venir en Égypte, même dans ces temps-là. Donc là, je pense que, ou pour la forme, l'idée que le Premier ministre sort, il est en train de présenter le contexte, où est-ce qu'on était. Et ce qu'il a fait aussi, il était très ouvert et il a bien parlé de ce qui était en train de se passer dans les... surtout dans la rue égyptienne et ce que les gens étaient en train de discuter. Notamment, il y avait pas mal des opinions contradictoires, mais bien sûr, il y avait une opinion qui était assez forte, qui disait pourquoi on était en train de faire tout ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on était en train de faire tous ces grands projets. Pourquoi on était en train de s'endetter et prendre des dettes comme pays qui est en train d'augmenter. Est-ce qu'on est en train de bien gérer les choses? Et je pense qu'il était énormément franc, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et il a attaqué chaque point une par une, et il était très très spécifique, très très ouvert, et il était très logique. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé ce genre de présentation, qu'on ne le voyait pas, on ne le voyait jamais dans le passé, avant l'administration présente. Et j'aimerais bien voir de plus en plus ce genre de présentation, ou par le Premier ministre, ou par d'autres ministres. Vous avez mentionné tout à l'heure les défis qu'a mentionné hier le Premier ministre. Quels sont les défis les plus dangereux qui affrontent l'Égypte? Merci Dieu que cette administration a géré pas mal des dossiers par une stratégie de préemption et pas de réaction. Si ce n'était pas le cas, honnêtement, on aurait été dans un autre endroit très différent de où on est aujourd'hui. Pour commencer avec, on a un peuple de 103 millions qui a besoin de manger, et on est le plus grand importateur mondial du blé. Et en même temps, les deux plus grands exporteurs de blé sont en guerre. Oui. Donc ça, c'est un défi qui est très, très sérieux. Mais quand on voit ce qu'on a fait, et ça, on ne peut pas avoir la réaction. Ce sont les résultats, ce sont les fruits de ce qu'on a fait il y a presque 4 ans. Depuis 2016 pratiquement, quand on a commencé les réformes économiques en Égypte. Donc, on a commencé par
sécuriser le magasinage pour une quantité beaucoup plus importante du blé. Si on n'avait pas ces magasins où mettre du blé, on aurait été exposé aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas eu assez de blé en réserve stratégique dans le pays. Donc, merci Dieu, on a bien investi dans le magasinage du blé. Ça, c'est numéro 1. Et dans la plantation aussi. Et numéro 2, on est en train de suivre une stratégie conforme et consistante pour réduire l'indépendance égyptienne de l'importation sur les produits stratégiques. Et le blé, ça tombe comme le premier produit stratégique pour nous. Donc, on est en train de voir des projets comme Toshka, comme la nouvelle Delta, comme pas mal d'autres projets aussi, un peu pour utiliser la grande surface de l'Égypte qui est pas utilisée du tout. Maintenant qu'on a commencé d'utiliser, on vient de dépasser 10% du pays. Mais on a gardé, on est resté pour plus que 30 ans sur un chiffre que tout le monde se rappelait, c'était 3,9. Oui. On faisait tout sur 3,9 du surface de la superficie de l'Égypte. Du pays. Maintenant, on est en train d'investir, on est en train de développer. Et je pense que la stratégie qu'on est en train d'utiliser, notamment par le président Sisi, est un peu différente de les prédécesseurs qu'on a eus. Le président a mis en priorité la sécurité alimentaire. Et il l'a dit très clairement, même si ça va coûter un tout petit peu plus, ça reste toujours la bonne chose à faire. Parce que aujourd'hui, une des chiffres qui sont très alarmants que le Premier ministre a présenté, qu'on achetait le blé normalement jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à juste avant la guerre, à 200, si je ne me trompe pas, $275 le tonne. Aujourd'hui, c'est presque doublé à 480 si je ne me trompe pas. Et en plus, il y a un manque mondial. Et en plus, il y a l'augmentation du dollar face à la livre égyptienne. Donc là, disons que là, c'est peut-être 5 fois plus. C'est une autre dimension. Oui. Mais on doit commencer, et le gouvernement a fait un super bon travail à faire ça. Ils ont commencé très rapidement à trouver d'autres sources, parce que c'est une chose que c'est beaucoup plus cher, mais c'est complètement un autre genre de problème si on n'a pas quelqu'un qui va nous fournir avec ce produit. Donc là, ils se sont bien débrouillés et on est en train de trouver d'autres sources. On est couvert jusqu'à la fin de l'année, entre des importations qu'on a, entre le stockage qu'on a bien investi pour y mettre en place, et l'augmentation des terres qui sont agricoles du blé. Donc là, on voit une stratégie qui se complémente, c'est un 360. C'est pas qu'on est sur un voie et on garde les autres voies. Et on voit aussi que dans le futur, on est en train de travailler pour qu'on arrête la dépendance sur quiconque. Parce que le cas ici, c'est très intéressant parce que l'Égypte n'a rien fait de fautif. L'Égypte n'est pas rentrée avec des problèmes avec n'importe qui. On a gardé une stratégie, une diplomatie parfaite. On a des bonnes relations avec tout le monde. Mais ce qui s'est passé, que eux, entre eux, ils se sont mis en guerre. Et on s'est trouvé au milieu de cette guerre sans qu'on aurait... Et après le Covid. Et ça vient, l'expression que le Premier ministre a utilisée, je conviens aussi, il a dit, c'est une crise sur une crise. Oui, tout à fait. Donc, on est presque, mais même on n'est pas encore sorti complètement de l'auberge. On est presque en train de sortir contre le Covid, après qu'on a eu toutes les histoires de la vaccination et blablabla, et toute cette histoire. Et dès qu'on est en train d'y sortir, maintenant on trouve cette histoire de cette guerre qui fait une turbulence mondiale. Donc, c'est pas facile de gérer tout ça. Ce qu'on a
ce que ça, l'implication, une autre dimension de ça, qu'on a les investisseurs, ce qu'on appelle l'argent chaud, si vous voulez, qui investit en Égypte pour le short term. Et là, ces investisseurs sont très grands en taille et ils ont eu ce qu'on appelle des positions ouvertes dans d'autres marchés, notamment la plus grande économie sur la planète, c'est les États-Unis. Donc, ils ont dû reprendre leur investissement qui était en Égypte pour aller financer leur investissement ailleurs. Donc, malheureusement, je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas, mais maintenant on est en train de comprendre que tout le monde est lié. Ok, ce n'est plus ce qu'on avait dans les années 60. On peut avoir un problème ici, mais ça ne touche pas aux autres. Mais maintenant, tout le monde est lié avec tout le monde. Il y a un problème en Amérique, ça retire les investissements qui sont notamment en dollars en Égypte, qui fait qu'on a un manque en dollars et ça met la monnaie locale sous beaucoup de pression. Tout est relié. Okay? On a l'histoire aussi qui, pour le tournesol, l'huile du tournesol. Oui, on l'importe de l'Ukraine aussi. L'Ukraine, si je ne me trompe pas, elle produit, je pense, dans les 60% de production mondiale. Et quand on trouve, on voit les répercussions, ça tombe comme un domino. On a besoin comment on appelle ça, pour fertiliser les terres, on a besoin de produits. Des fertilisants. Absolument. Qui sont fabriqués par du gaz naturel. C'est 80% du gaz naturel. Mais quand la Russie décide d'arrêter de fournir ou découper le gaz naturel, on n'a plus, ces usines ne peuvent plus fonctionner. Donc, automatiquement, on a un manque dans le tournesol, qui veut dire qu'on a un manque dans l'huile. Mais nous avons beaucoup de gaz naturel en Égypte, non? En Égypte, oui. Mais on n'a pas de tournesol. Donc, c'est pas là où on est en train de l'utiliser. Oui, mais pourquoi ne pas commencer à produire dans cette industrie? Et une autre chose que vous venez de dire maintenant, on a beaucoup de gaz naturel aujourd'hui. En 2014, quand le président Sisi est venu en place, on était en train d'importer du gaz naturel. Oui. Et là, c'est l'administration présente qui a changé l'état de l'Égypte d'un importateur qu'on est devenu un des plus importants exportateurs. Ça coûte de l'argent. Oui. Et ça, une deuxième fois, c'est une des justifications pourquoi on a pris les dettes qu'on a prises. Parce qu'on a dû investir pour le long terme. Okay? Et c'est très rentable aujourd'hui. Si on n'avait pas pris les actions qu'on a prises en novembre 2016, si on n'avait pas transformé l'Égypte d'un importateur en exportateur de gaz naturel, le prix du gaz mondial a augmenté plus que 50%. Où est-ce qu'on aurait été aujourd'hui? La différence, c'est que dans les années précédentes, on avait des dettes également. Et on empruntait de l'argent, mais on ne voyait pas vraiment le fruit de cet argent. Aujourd'hui, peut-être qu'on est dans une situation économique difficile, mais au moins, on a des comptes qui nous disent voilà ce qui a été fait avec ces prêts ou ces dettes. Vous avez mentionné beaucoup de points intéressants dont il faudrait parler. Nous avons quelques reportages qu'on doit présenter et commenter. Donc je vais commencer par le premier qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a reçu mercredi dernier le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, M. Jake Sullivan. Lors de leur entretien, le chef de l'État et le responsable américain ont discuté du souci des deux pays d'améliorer et de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, ainsi que d'intensifier la coopération et la coordination à différents niveaux. Un reportage et on en discute.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni mercredi dernier au Caire avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, M. Jake Sullivan, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, ainsi que le chef du service de renseignement, la chargée d'affaires de l'ambassadeur américain au Caire, la conseillère en chef pour le Conseil de sécurité nationale américaine et autres responsables américains. Le conseiller à la sécurité nationale américaine a transmis les salutations du président Joe Biden au président al-Sisi, affirmant l'importance et la force de l'alliance égypto-américaine, en exprimant le souci de Washington de développer les relations de partenariat avec le Caire vers des horizons plus larges dans la période à venir, en particulier à la lumière du rôle majeur de l'Égypte sous la direction du président al-Sisi au Moyen-Orient. Al-Sisi a de son côté transmis ses salutations au président américain, mettant l'accent sur le souci de l'Égypte d'améliorer et de renforcer son partenariat stratégique étendu avec les États-Unis, ainsi que l'intensification de la coopération et la coordination entre les deux pays à différents niveaux. Le président Al-Sisi et le responsable américain ont abordé les développements de la cause palestinienne qui nécessitent l'ouverture de larges perspectives avant de rétablir la paix. Le conseiller américain a pour sa part exprimé l'intérêt de l'administration américaine à l'égard des efforts égyptiens étendus pour établir la paix dans la région, ainsi que son rôle essentiel dans la trêve entre les parties palestiniennes et israéliennes. Les développements d'un certain nombre de questions régionales ont été discutés où le président Al-Sisi a insisté sur la position égyptienne basée sur la nécessité de renforcer les piliers des pays en crise et le renforcement de leurs institutions nationales, mettant fin aux souffrances de leur peuple et préservant leurs ressources, ce qui comble le vide qui a permis l'expansion et la prolifération des groupes terroristes. La question du barrage de la Renaissance et les moyens de maintenir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ont également été abordés. D'après ce que nous avons vu dans le reportage, des questions qui étaient à la tête pour parler la lutte contre le terrorisme, bien entendu, le développement économique et le renforcement du partenariat entre l'Égypte et les États-Unis. Quelle est la qualité de la relation entre l'Égypte et les États-Unis aujourd'hui? Elle a un petit peu changé depuis, si on la compare aujourd'hui à il y a 10 ans, par exemple. Ben, je pense que la relation entre l'Égypte et les États-Unis, c'est comme un petit roller coaster, si vous voulez. Ça monte, ça descend, ça a des hauts et des bas. Ça dépend des sujets qui sont sur la table, ça dépend de qui est-ce qui gère, quel genre de parti est en train de gérer la Maison-Blanche. Donc, ça dépend de pas mal de choses. Généralement, c'est très important de savoir qu'il y a eu un changement stratégique macro pour les États-Unis avec l'administration américaine présente. Donc, ils ont, si vous voulez, changé où ils étaient en train de viser comme adversaire principal, ou je ne veux pas utiliser le mot ennemi, mais disons un adversaire principal. Et avec l'administration présente, ils ont changé, ils ont redéfini leur adversaire étant la Chine et la Russie. Et ça, ce n'est pas un secret, c'est dit dans pas mal de discours par les responsables américains. La Chine et la Russie qui sont, eux, alliés maintenant. Mais ils n'ont pas le choix. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. L'ami de mon ami est mon ami, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Absolument. Et en même temps, les États-Unis ont énormément réduit sa présence au Moyen-Orient. On les a vus quitter la Syrie, on les a vus quitter l'Afghanistan. Question, est-ce que l'Afghanistan c'est un Moyen-Orient ou non? Mais pour eux, c'est un Moyen-Orient. Alors, ça fait partie du Moyen-Orient. Et on est en train de les voir en train de diluer leur attention sur le Moyen-Orient généralement, et ils se focalisent sur la Chine et la Russie, surtout d'une dimension économique, si vous voulez. Une deuxième fois, ce n'est pas un secret, et c'est quelque chose qui est
surtout par le média, que les relations entre l'Arabie saoudite aujourd'hui et les États-Unis est dans un raccord de bas que probablement depuis le commencement de l'Arabie saoudite, ils n'ont jamais arrivé à un point aussi bas dans leurs relations. Et c'est un peu dommage parce que généralement, les États-Unis gardaient des très bonnes relations avec ce qu'ils appelaient les moderate Arabs, ce que normalement était l'Arabie saoudite, était l'Égypte et un peu le Maroc et la Tunisie. Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est un peu de changement et je comprends pourquoi nos confrères en Arabie sont un peu, ou énormément même, surpris avec la façon, avec le comportement américain, surtout vis-à-vis quelqu'un comme les Houthis en Yémen, quelqu'un comme l'administration iranienne, qu'il veut bien reprendre ou enlever le nom du Basiji de la liste des groupes terroristes. Donc l'Arabie est très bien gênée. L'Arabie était physiquement attaquée par des drones, par des missiles plusieurs fois et ils n'ont pas été fournis par les contre-moyens qui peuvent protéger les pays ou les villes saoudiennes de ces attaques. Donc on peut très facilement comprendre la frustration de nos confrères là-bas. L'Égypte a des défis qui sont très importants et une deuxième fois, si on lit les mémoires de Hillary Clinton, on comprend parfaitement, c'est elle qui a écrit, c'est pas moi qui dis ça, c'est elle qui a dit ça, que vraiment la création de Daesh et du Qaïda, ce sont des produits américains. Et c'est elle qui a dit, c'est pas moi, une deuxième fois. Là, on est en train de, dans les 10 derniers jours ou la dernière semaine, l'Égypte a subi 2 attaques terroristes dans Sinaï. Je pense qu'on avait des victimes entre les deux, une bonne vingtaine de l'armée égyptienne. 11 et 8, si je ne me trompe pas, entre morts et blessés. Donc, le terrorisme, lors que ça s'est bien baissé avec tous les efforts que l'armée égyptienne a fait, surtout dans le Sinaï, n'a pas encore disparu. La Sinaï, c'est énorme, c'est très compliqué comme topographie, c'est presque un tiers de surface de l'Égypte, donc c'est toujours facile qu'on a quelques terrorismes qui se cachent dans les montagnes et dans les déserts. Quand est-ce qu'on a commencé vraiment à avoir des groupes terroristes dans le monde, des groupes terroristes soi-disant, entre guillemets, islamistes? Parce que depuis l'apparition ou la descente du Coran et le temps du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, on n'avait jamais vu de groupe terroriste exister. Ok, la réponse directe à votre question, c'était en 1977. La première, c'était l'attentat de tuer... Donc des centaines d'années après l'apparition de l'islam. Presque 14 siècles, si vous voulez. Donc, oui. Mais ça, il y a une discussion, si vous voulez, philosophique. C'est quoi un terroriste? Okay. La définition, c'est très, très compliqué. Et que les parties différentes arrivent à une définition que tout le monde se met d'accord dessous, c'est pas aussi facile que ça. Mais si on veut définir comment ça a commencé par l'extrême, et j'insiste sur le mot extrême, wahhabiste. C'est pas le wahhabiste, c'était juste après le boom
du pétrole après la guerre de 1973, quand le prix de baril de pétrole a flambé de 8 dollars jusqu'à 50, et les pays du Golfe, et la plus grande bien sûr que c'est l'Arabie Saoudite, il y a eu des richesses soudaines et très rapides, et il y a eu pas mal des Égyptiens qui sont partis pour travailler là-bas, ce qui est très normal. Malheureusement, il y en a pas mal d'eux, disons un certain pourcentage des Égyptiens qui sont partis en Arabie Saoudite, travailler là-bas, qui sont été, comment dire, recrutés, si vous voulez, pour adopter l'extrémiste wahhabiste. Et j'insiste sur l'extrémiste. Ce n'est pas la pensée wahhabiste qui est un des quatre genres d'islam, ou quatre façons pour regarder l'islam, mais l'extrême. Et puis ceux-ci sont retournés en Égypte dans les années 70, et ça a commencé par un groupe qui était très fameux, qui s'appelait le Takfir wal-Higra, et ça a parti dans il y avait deux principes en général. La première, que toute cette société est une société qui est hors la religion du Dieu. Deux, on doit immigrer de cette société et on doit s'isoler de cette société. Et ils ont commencé, la première, il y avait en 1977, en 1978, il y avait la première attentat, ils ont kidnappé l'ex-ministre d'affaires religieuses, c'était Cheikh Abdurrahman al-Dahabi, et ils l'ont tué. En Arabie Saoudite? En Égypte. C'était l'ex-ministre égyptien en 1977. Et ils l'ont tué. Et puis, ils ont attaqué l'école militaire technique, Fana al-Askariya, et ils ont tué les étudiants quand ils dormaient dans leur lit. Il y a plusieurs directions, mais une des dimensions qui est très importante, que le président Sadat était trop inquiet d'une augmentation du pensée, disons, socialiste, ou disons socialiste, dans la rue égyptienne. Ou extrémiste. Socialiste. Socialiste ou communiste. Et lui, il a pensé que, au lieu que l'État rentre et fait la balance, ou attaque les communistes, si vous voulez, et de l'autre côté, il avait la pression des nouveaux mouvements islamistes, il a pensé que ça peut être un peu malin de se retirer, de prendre un pas en arrière, et qu'il laisse ces deux groupes s'entretuer. S'entretuer, si vous voulez. Oui, et c'est pour cela que c'était lui qui a fait sortir le grand morchet des frères musulmans et pas mal de leurs alliés. Les grandes têtes là-bas, ils étaient dans les prisons, et il les a fait sortir pour qu'ils gèrent l'histoire dans la rue. Et Moubarak à partir sur le même niveau, et on a vu les résultats, que c'était eux qui ont assassiné le président Sadat, et on a vu ce qu'ils ont fait au temps du Moubarak. Là, le président Sisi est en train il ne rigole pas. Et ce n'est pas un sujet où on peut rigoler. Il est en train de prendre des mesures très sérieuses, mais c'est très important qu'on reste sur la même voie pour attaquer ce cancer qui peut... Ou l'éradiquer plutôt. Oui, mais ce n'est pas aussi facile parce qu'ils ont habitué à travailler un peu dans la cachette. Donc, c'est pour ça que le président Abdel Fattah al-Sisi accorde une très grande importance au développement du Sinaï. Absolument, absolument. Et la seule chose qui va sauver la Sinaï, si vous voulez, c'est le développement. Oui, c'est l'agriculture. C'est de créer des communautés, agriculture surtout, là-bas.
et industrielle, parce qu'on a aussi ce projet qui est très important pour la base du canal de Suez. Et ça, c'est un projet énormément important. Et je pense que c'est un rôle que l'Égypte doit jouer avec la position que l'Égypte a entre l'Ouest et l'Est. Je pense que ça fait beaucoup de sens d'avoir quelque chose pareil. Concernant justement les projets de développement en Égypte, on va voir un reportage concernant une réunion qu'a eu le président Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre, Dr Mostafa Medbouli, et le ministre des Communications et des Technologies, Dr Amr Talat, pour examiner les projets nationaux du secteur des communications visant à attirer plus d'investissements en Égypte. Voyons ensemble. La 54e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique COM 2022, qui se déroule du 11 au 17 mai 2022, vient de démarrer à Dakar au Sénégal. L'événement hybride est organisé conjointement par la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et le gouvernement du Sénégal sur le thème « Financement de la relance de l'Afrique, atteindre de nouveaux horizons ». La conférence est officiellement ouverte par le président Macky Sall du Sénégal, qui est également l'actuel président en exercice de l'Union africaine. L'événement attirera des pénalistes chevronnés et de haut niveau, issus de gouvernements d'universités, du secteur privé, ainsi que des gouverneurs de banques centrales d'Afrique et d'ailleurs. Un comité d'experts s'est réuni du 11 au 13 mai pour débattre sur des sujets techniques ayant trait au thème de la dite conférence et certaines questions statutaires de la CEA. Un certain nombre d'événements parallèles sont également organisés les 14 et 15 mai pour aborder des questions liées à la santé, aux infrastructures, à l'éducation, à l'action climatique et à la mobilisation des ressources à l'appui d'une relance inclusive et durable pour les pays africains. La COM 2022 comporte également le lancement du rapport économique phare de la CEA sur l'Afrique, la conférence annuelle de la CEA qui porte cette année sur le rôle de l'enseignement supérieur et du développement du capital humain dans la transformation de l'Afrique et une série de discussions et le point sur la situation de l'intégration régionale du commerce et de la ZLECAf. Le choix du thème de la COM 2022 a été largement influencé par le fait que les déficits de financement du développement se sont considérablement creusés depuis le déclenchement de la pandémie. La CEA estime que la réduction du coût du crédit commercial sera essentielle pour atténuer les vulnérabilités liées à l'endettement. La Commission avance également que l'augmentation du financement nécessitera des mesures qui créent des synergies entre le financement intérieur et extérieur provenant de sources publiques et privées. Ce reportage concernait donc la 54e session de la conférence des ministres africains des Finances au Sénégal qui vient de se tenir et à laquelle a assisté le ministre des Finances. Monsieur Ahmed El-Leissi, depuis quelques années et depuis la présidence de l'Égypte à la tête de l'Union africaine, nous avons vu l'intérêt et les opportunités pour le développement dans le continent africain. Comment est-ce que l'Égypte a saisi, non seulement a saisi l'opportunité, mais l'a contaminée aux autres pays africains qui se rendent compte aujourd'hui de l'importance de la force du continent africain? Ben, si j'ose dire que avant que le président Sisi est devenu président de l'Égypte, on a presque perdu le focus d'une dimension africaine dans la diplomatie égyptienne. Ça, c'est un... Et on a vu les répercussions de ça. Et la plus grande... disons, le problème la plus grande qu'on est en train de faire face avec ces jours-ci, où il y a un peu de temps, c'est le barrage de Renaissance en Éthiopie. Le président Sisi a réveiller
la dimension africaine pour l'Égypte. C'est une dimension qu'on ne peut pas y sortir. On est là. On était toujours là. Donc, on ne peut pas négliger l'importance de l'Afrique pour l'Égypte et dans l'autre sens aussi. L'année, si je ne me trompe pas, que le président a été sur la tête de l'Union africaine, c'est 2016, si je ne me trompe pas, et on a vu des choses qu'on n'a jamais vues dans le continent. Oui. Les réunions et ce qu'on a fait avec la Russie. Avec la Chine, avec l'Allemagne, avec la France. Avec la France. Comment l'Égypte, mais pas l'Égypte comme l'Égypte, comment le continent sous la présidence de président Sisi, comment est-ce qu'on a réussi à renégocier pas mal des dettes pour les pays africains. Il a fait que et à présenter le continent aussi. Absolument. Et on a pu présenter et démontrer le continent africain comme un poids lourd sur l'échelle mondiale, qu'on n'avait pas fait avant ça. Et là, on est l'Égypte. Et j'aime bien la façon avec laquelle le président est en train de gérer ça. On a le problème du barrage du Renaissance, qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprend plus pourquoi nos confrères en Éthiopie sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et de l'autre côté, on est en train de démontrer avec le projet que l'Égypte, je pense qu'on a presque fini ce projet en Tanzanie. Comment est-ce qu'on peut s'aider entre nous? Comment est-ce qu'on peut, l'Égypte, avec toute l'expérience, avec les centaines de barrages, avec le savoir-faire égyptien qu'on a, comment est-ce qu'on peut aider? Et on s'aide avec nos confrères là-bas pour construire quelque chose et tout le monde en profite. Oui. Alors que c'est un peu différent, disons, de l'approche que nos confrères en Éthiopie ont pris. Et là, c'était un des sujets très importants que le président a discuté avec l'administration, la visite qu'on a eue de l'administration américaine en Égypte. Oui. C'était le terrorisme et notamment le haut barrage. Pardon, pas le haut barrage, le barrage de Renaissance en Éthiopie. Et le risque qu'il forme en Égypte pour la est sécurité. tout à fait nécessairement. Il n'y a pas un gagnant. Tout le monde perd et pour rien. Ça, c'est sûr. Ma dernière question, puisque le temps a filé très vite avec vous et on a parlé de plusieurs volets importants dont on aimerait débattre, mais malheureusement ça ne va pas être possible aujourd'hui, c'est l'implication de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le monde. Pour commencer avec, c'est du négatif. Honnêtement, je vois très peu de positif dans cette guerre. La seule exception, ce sont les producteurs des armes. C'est eux seulement qui vont profiter de cette guerre. Les gagnants. Les gagnants. Les seuls gagnants sûr. Sur la planète sont les producteurs des armes. Mais si on voit l'implication pour la Russie, avec toutes les sanctions qui sont en train d'être mises en place, donc sans aucun doute, la Russie est en train de souffrir. L'Ukraine, la plus que cette guerre reste, la plus des vies qui vont être perdues et destruction pour les villes ukrainiennes. La scarcité qu'on est en train de subir, ou tout le monde est en train de subir pour des produits très importants et des produits premiers, ça fait mal à tout le monde. Les prix sont en train de flamber. L'inflation qu'on est en train de voir sur le dollar et en Amérique. Donc, c'est très négatif. Ce qu'on espère que ça finisse le plus rapidement possible. Je ne pense pas qu'il va y avoir un gagnant, mais qu'on réduit les pertes, si vous voulez. On l'espère bien. Monsieur Ahmed El-Lessi Nansef, vous êtes consultant international en économie et en gestion. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Le temps donc consacré à l'émission est terminé. On va finir par un dernier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a eu une réunion avec le Premier ministre et le ministre des Télécommunications pour parler davantage de projets de développement. Donc on vous laisse avec ce reportage et on vous remercie de nous avoir suivis. Lors de sa réunion dimanche avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les projets nationaux du secteur des communications et des technologies de l'information visant à attirer les investissements. Dans ce contexte, le président el-Sisi a donné ses directives de plusieurs décisions, telles que la création des entreprises par notification numérique à travers une plateforme créée à cet effet, permettre l'ouverture des entreprises virtuelles sans être liées par la nécessité d'avoir un siège physique dans le but d'économiser des dépenses et de fournir des facilités à ces entreprises, faciliter les procédures de la création des sociétés unipersonnelles, l'expansion de la création de zones franches d'investissement technologique ainsi que les exonérations fiscales pour les entreprises en démarrage, l'activation des listes blanches d'importation des composants électroniques pour les entreprises spécialisées. Et ce, en ce qui concerne les projets du ministère des Communications relatifs à l'axe du développement humain et de l'édification humaine, le chef de l'État a dirigé d'accroître la subvention de l'initiative Masr al-Raqamiyya ou l'Égypte numérique, ciblant les premiers diplômés des universités spécialisées. Ceci en plus du démarrage immédiat de l'initiative Ashbel Masr al-Raqamiyya ou les juniors de l'Égypte numérique, visant à qualifier les élèves exceptionnels dans les sciences des communications et des technologies de l'information. Dr Amr Talat a pour sa part présenté les développements de la création de la Cité de la reconnaissance dans la nouvelle capitale administrative, ainsi que le centre de conception numérique qui accueillera des entreprises spécialisées dans ce domaine. Al-Sisi a également été informé des activités des centres Ibda' Masr al-Raqamiyya ou la créativité de l'Égypte numérique dans sa première phase, tout en dirigeant l'achèvement de ces dernières phases à l'échelle nationale. Le ministre des Communications a présenté la situation exécutive de certains projets en cours de mise en œuvre dans le secteur des télécommunications et de technologies de l'information. La réunion a de même abordé les efforts déployés du gouvernement pour achever le déménagement à la nouvelle capitale administrative. Le ministre de Communication a expliqué que le gouvernement a achevé la numérisation de tous les dossiers dans tous les ministères et les agences gouvernementaux d'environ 150 millions de documents.